Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi d'écouter le journal de la radio publique africaine de ce mercredi 15 juillet 2026. Tout d'abord, les grandes articulations. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi demande qu'il y ait des enquêtes approfondies et diligentes pour élucider les causes des incendies récurrents qui ravagent les marchés. Elle propose aussi l'institution d'un fonds national d'assistance aux victimes des sinistres. L'organisation Crédège alerte sur la multiplication des boissons fortement alcoolisées sur le marché burundais, ce qui met en danger la santé de la jeunesse, particulièrement en cette période de vacances scolaires. Et dans l'émission Cœur de la société, nous allons voir où en est l'engagement du ministère de l'Éducation visant à ce qu'aucun élève ne soit plus contraint de s'asseoir par terre en classe. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Commençons notre journal par une rectification et des excuses. Dans notre reportage de ce mardi, nous avons indiqué que le ministre du Commerce ayant refusé de répondre aux questions de la RPA était Saïdi Kiweya au lieu d'Hassan Kiweya. Bien qu'ils aient tous les deux exercé des fonctions ministérielles et partagent le même nom de famille, c'est Hassan Kiweya qui a décliné les sollicitations de la RPA. Nous présentons nos excuses à l'ancien ministre de l'Éducation, Saïdi Kiweya, pour cette confusion. En parle société, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, demande qu'il y ait des enquêtes approfondies et diligentes pour élucider les causes des incendies récurrents qui ravagent les marchés. C'est l'une des recommandations formulées par cette commission à travers un communiqué de presse publié ce 13 juillet 2026 à l'issue de sa descente effectuée au marché d'Ongozi, qui a pris feu dans la nuit du 9 juillet 2026. La CNIDH trouve aussi qu'il est indispensable d'instituer un fonds national d'assistance aux victimes des sinistres. La décortication de ce communiqué de presse publié par la CNIDH avec Emmanuel Nyongeko. La CNIDH, aux côtés des sinistrés du marché d'Ongozi, solidarité, résilience et engagement pour l'avenir, tel est le titre du communiqué de presse de cette Commission nationale des droits de l'homme. Communiqué sorti le 13 juillet 2026, c'était à l'issue de sa descente effectuée au marché d'Ongozi afin de constater de ses propres yeux l'ampleur des dégâts et d'apporter un message direct de réconfort aux victimes. La CNIDH fait savoir qu'elle est profondément attristée par l'incendie qui a ravagé le marché central d'Ongozi dans la nuit de jeudi le 9 juillet 2026, exprimant ainsi sa vive compassion aux commerçants et travailleurs de ce marché et à leurs familles. Consciente de son rôle sentinelle des droits humains et de la dignité des personnes, lit-on dans ce communiqué, la CNIDH explique que cette démarche traduit sa conviction que la protection des droits économiques passe aussi par une présence solidaire auprès de ceux qui ont tout perdu en quelques heures. La CNIDH déplore par ailleurs l'insuffisance des moyens déployés pour combattre ce type de sinistre qui frappe trop souvent les lieux vitaux de l'économie populaire. Le président de la CNIDH, Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, déclare que la commission est aux côtés des sinistrés et leur rappelle que la résilience burundaise est légendaire. Dans cet esprit, la CNIDH lance un appel pressant au gouvernement burundais afin qu'il apporte une assistance rapide et substantielle à toutes les victimes. Elle encourage les autorités provinciales de Butanyerera à mobiliser toutes les ressources disponibles pour la réhabilitation des infrastructures du marché d'Ongozi afin de faciliter la reprise des activités commerciales. Pour clore, la CNIDH émet des recommandations, entre autres le renforcement des capacités techniques, opérationnelles et financières des services de sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national, rendre l'assurance obligatoire pour toute activité commerciale non ambulante pour ce
sécuriser les investissements des citoyens, mener des enquêtes approfondies et diligeantes pour élucider les causes de ces incendies récurrents dans les marchés. Enfin, instituer un fonds national d'assistance aux victimes de sinistres, véritable filet de sécurité pour les populations vulnérables. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours à ce sujet, la santé mentale des commerçants qui perdent leurs biens dans les incendies à répétition des marchés au Burundi mérite une prise en charge par les services de santé car les pertes qu'ils subissent ne sont pas seulement économiques mais aussi psychologiques. C'est qu'a déclaré Paul Nkundimana, enseignant d'université spécialisé en sociologie, à la suite de l'incendie qui a entièrement ravagé le marché d'Ongozi dans la province de Butanyerera dans la nuit de jeudi dernier. Selon lui, la question de l'assurance des commerçants devrait également être une priorité. Je vous propose de l'écouter. Je crois savoir que ce n'est pas la première fois que cela se passe à ce niveau-là. Je crois que c'est la troisième fois que ce marché se trouve frappé par ce type de désastre. Et ceci fait partie de la longue série noire des marchés à travers le pays qui ont été détruits par des incendies, plus d'une dizaine de grands marchés sur plus de 20 ans. Ici, on se rappelle de l'incendie du marché central de Bujumbura, la Sogemac, en 2013. Et ceci, évidemment, est un problème assez grave, puisque on sait bien que le marché d'Ongozi était un lieu d'approvisionnement en toute une série de produits provenant de l'étranger, notamment des pays limitrophes. Ceci engendre bien entendu des conséquences très graves, d'abord au plan de la santé mentale des populations, des commerçants frappés par ce désastre, et puis aussi il y a le fait que ces populations sont réduites à la misère. Et ceci engendre en même temps l'augmentation des prix des denrées, puisque ces denrées deviennent rares, et en même temps la baisse, des taxes aux dépenses de l'État. Donc, évidemment, ce qui se pose à l'ordre du jour, je pense qu'on peut ramener ça à deux axes principaux. D'abord, au plan de la santé mentale, il s'impose de mettre en place une cellule de santé mentale au ministère de la Santé publique et bien entendu avec des antennes sur le terrain à travers le pays, c'est-à-dire dans les hôpitaux pour la prise en charge des troubles mentaux, notamment ceux qui sont engendrés par ce type de situation. Il y a aussi des mesures économiques qui s'imposent, bien entendu sur le plan individuel. Il y a la nécessité pour le commerçant de prendre, de contracter une assurance incendie. Par ailleurs, alors que les commerçants burundais font face à de nombreuses difficultés, notamment la multiplication des incendies des marchés, Paul Nkundimana recommande au gouvernement de renforcer la protection des marchés en recourant à des technologies modernes et à des spécialistes qualifiés en matière de prévention des incendies. Il estime également que les frontières du pays fermées devraient être rouvertes afin de permettre aux commerçants d'exercer librement leurs activités. Encore une fois, le professeur Paul Nkundimana. Il s'impose, premièrement, de mettre en place des services de sapeurs-pompiers qualifiés en nombre suffisant et suffisamment équipés. Deuxièmement, il faut stopper les mesures de privatisation des richesses du pays, incluant celui des marchés. Troisièmement, il s'impose d'ouvrir les frontières pour favoriser le commerce transfrontalier avec les pays voisins. Quatrièmement, il s'impose des mesures énergiques pour approvisionner le pays en carburant de tout genre, puisque évidemment, sans carburant, sans énergie, on ne peut pas envisager un développement quelconque. Et enfin, organiser des enquêtes indépendantes pour déterminer les causes et l'origine de l'insécurité, réprimer les auteurs pour que, évidemment, ces fléaux soient éradiqués. RPI. À présent, page gouvernance. Le monde célèbre ce 15 juillet la journée mondiale des compétences des jeunes, instituée par les Nations Unies en 2014. Cette journée met en lumière le rôle essentiel de l'éducation, de la formation professionnelle et du développement des compétences dans l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Elle appelle les États et les partenaires à renforcer les opportunités d'apprentissage afin de préparer la jeunesse aux défis économiques et technologiques de notre époque.
Cette journée arrive au moment où le Burundi fait encore face à d'importants défis dans la formation et le développement des compétences des jeunes, ce qui limite leur accès à l'emploi et à l'autonomie économique. Le point avec David-Claude Mbananayo. À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes célébrée ce 15 juillet, la question des compétences et de l'employabilité des jeunes demeure l'un des principaux défis auxquels fait face la jeunesse burundaise. Bien que des efforts soient entrepris pour renforcer l'enseignement technique et professionnel, un décalage persiste entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. De nombreux établissements d'enseignement technique et professionnel continuent de souffrir d'un manque d'équipements adéquats et d'infrastructures adaptées, limitant ainsi l'acquisition des compétences pratiques indispensables à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette situation explique en partie les difficultés rencontrées par de nombreux diplômés pour trouver un emploi correspondant à leur formation. Par ailleurs, le chômage des jeunes reste particulièrement préoccupant au Burundi. Plusieurs jeunes dénoncent également l'existence de favoritisme et du népotisme dans le recrutement, certains estimant que l'appartenance au parti au pouvoir constitue souvent un avantage pour accéder à certains emplois, notamment dans les services publics. Face à ce contexte, un nombre croissant de jeunes choisissent de quitter le pays pour rechercher des opportunités d'emploi dans les pays voisins. Les inégalités d'accès aux compétences numériques constituent un autre défi majeur. Une grande partie de la jeunesse, particulièrement dans les zones rurales, ne dispose d'un accès régulier à l'Internet ni des outils technologiques nécessaires pour développer des compétences adaptées aux exigences de l'économie numérique. Pour relever ces défis, plusieurs pistes sont évoquées par les jeunes et les spécialistes. Il s'agit notamment de mieux adapter les programmes de formation aux besoins du marché du travail, de renforcer l'enseignement technique et professionnel, de développer les compétences numériques, de faciliter l'accès aux stages et aux formations pratiques, ainsi que d'encourager davantage la participation des jeunes filles aux filières techniques et professionnelles. Selon les experts, investir dans le développement des compétences utiles, notamment dans les métiers techniques, les technologies numériques et l'entrepreneuriat, constitue l'une des solutions les plus efficaces pour réduire le chômage des jeunes et contribuer au développement économique du Burundi. Merci David-Claude Mbananayo. L'organisation CREDEJ, qui œuvre pour la promotion de l'éducation et des valeurs morales chez les jeunes au Burundi, tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des boissons fortement alcoolisées sur le marché burundais. Selon cette organisation, ces produits mettent gravement en danger la santé de la jeunesse, particulièrement en cette période de vacances scolaires. Le vice-président de CREDEJ, Dachaïsava Félix, déplore que l'État ne protège pas suffisamment les citoyens. On l'écoute. Au sein du CREDEJ, nous sommes préoccupés, surtout en ce qui concerne les jeunes, par la prolifération des boissons alcoolisées de toutes sortes. Et beaucoup les consomment parce qu'elles sont bon marché, mais elles mettent gravement en danger la santé de ceux qui les boivent, comme on peut le constater aujourd'hui au Burundi. De plus en plus, des personnes se tiennent à peine debout à cause des effets néfastes de ces alcools. Et le CREDEJ dénonce avec fermeté l'attitude du gouvernement qui, au lieu de protéger la population, délivre des autorisations pour la fabrication de ces boissons. Nous sommes également étonnés que l'organisme chargé du contrôle de la qualité, BBN, accorde des autorisations à des entreprises qui produisent des boissons nuisibles à la santé des consommateurs. Et il apparaît que parmi les principaux investisseurs de ce secteur, figurent des personnalités influentes proches du pouvoir. D'autres obtiennent ces autorisations en recourant à la corruption. Et le CREDEJ a aussi reçu des informations sur lesquelles dans plusieurs écoles, des élèves se présentent en classe avec ce type de boissons alcoolisées dans les sacs ou dans les poches. Une telle situation nuit gravement à la concentration et à la réussite scolaire. Pour CREDEJ, le gouvernement doit prendre des mesures fermes afin de suspendre les activités des sociétés produisant ces boissons fortement alcoolisées. Dachaïsava Félix estime que de nombreux jeunes sont déjà victimes des effets néfastes de ces produits. Il rappelle que la jeunesse constitue le principal moteur du développement du pays.
Nous appelons donc en premier lieu le gouvernement à prendre ce problème à bras-le-corps. Un pays qui sacrifie sa jeunesse compromet son avenir, car le développement d'une nation repose avant tout sur sa jeunesse. Et nous demandons aux autorités de prendre des mesures contre les entreprises qui fabriquent ces alcools forts. Et nous invitons également les responsables administratifs et les familles et toute la communauté à renforcer la vigilance, en particulier pendant cette période de vacances. Autrefois, le mouvement de l'Église catholique organisait des camps de travail qui permettaient d'encadrer les jeunes tout en les transmettant des valeurs et des enseignements utiles. Nous souhaitons que ce type d'initiative soit relancé. L'État pourrait lui aussi mettre en place de tels programmes, mais ça remettrait aux activités du parti au pouvoir, comme on a pu le constater ces derniers temps. Toujours en parlant gouvernance, les employés de l'Office burundais des recettes, OBR, se disent préoccupés par une récente décision leur interdisant d'exercer une activité professionnelle liée à leurs anciennes fonctions après avoir quitté l'institution, que ce soit à la suite d'une démission ou d'un licenciement. Si cette loi leur permet de reprendre une activité similaire après un délai de 5 ans, ces employés estiment qu'elle constitue une atteinte à leurs droits et qu'elle les prive de certaines libertés dont bénéficient les autres fonctionnaires de l'État. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Selon des informations recueillies par la RPA auprès de plusieurs employés de l'Office burundais des recettes OBR, l'article 266 de la loi budgétaire de l'exercice 2026-2027 est perçu comme une mesure limitative à leur égard. Cette mesure leur interdit d'exercer une activité en lien avec les fonctions qu'ils occupaient à l'OBR après avoir quitté l'institution, que ce soit à la suite d'une démission ou d'un licenciement. Cette même disposition prévoit toutefois que les anciens employés pourront reprendre une activité similaire après une période de 5 ans. Les employés de l'OBR estiment que le gouvernement a adopté cette mesure en connaissance de cause afin de limiter leurs possibilités de reconversion professionnelle. Selon eux, les autorités savaient déjà qu'un nombre important de fonctionnaires, d'agents envisageaient de quitter l'institution pour travailler à leur propre compte en raison de salaires qu'ils jugent insuffisants. Depuis longtemps, les employés demandent à leur employeur une revalorisation salariale. Chaque année, l'État augmente les prévisions budgétaires et fixe à l'OBR des objectifs de recettes à atteindre dans la loi budgétaire. Or, l'OBR atteint systématiquement les objectifs qui lui sont assignés. Nous, les employés, estimons donc que nous méritons une motivation, notamment une amélioration de nos salaires, afin de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Nous avons formulé ces demandes à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune réponse. Face à cette situation, certains employés envisagent de quitter l'institution. Les uns souhaitent exercer comme conseillers fiscaux indépendants, tandis que d'autres projettent de créer leur propre cabinet de comptabilité. Il rappelle par ailleurs que le Code du travail reconnaît aussi bien à l'employeur qu'au salarié le droit de mettre fin à un contrat de travail pour des motifs prévus par la loi. Il souligne également qu'en cas de rupture du contrat, les obligations prévues entre les deux parties doivent être respectées sans que cela n'empêche en principe le salarié d'exercer ultérieurement une autre activité professionnelle. Les employés de l'OBR demandent ainsi à leur direction de prendre en considération leurs revendications, notamment celles relatives à leurs conditions de travail, plutôt que de leur imposer, selon eux, des restrictions qui limitent leur avenir professionnel. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Une opération de recensement des propriétaires des propriétés et des parcelles dans les centres urbains du Burundi va bientôt commencer dans les principales villes du Burundi en vue de leur enregistrement numérique.
L'annonce a été faite ce 14 juillet par le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi lors du lancement officiel de l'enregistrement des propriétés. Selon Nicolas Ndayishimiye, cette opération n'a pas pour objectif de retirer les terres aux citoyens, mais plutôt de renforcer leur protection grâce à un système moderne d'enregistrement foncier. Suivez-le. Ce recensement servira également de base à une autre opération importante que le gouvernement du Burundi prépare actuellement, la délivrance des titres fonciers numérisés et sécurisés qui seront émis par l'institution nationale chargée de la gestion des titres fonciers. Ce recensement n'est pas destiné à attribuer des terres et n'est pas non plus destiné à retirer des terres aux citoyens. Il vise à montrer l'état des lieux afin que nous puissions identifier les personnes qui possèdent des terres et des constructions dans ces villes, puis déterminer quelles constructions appartiennent à l'État, lesquelles appartiennent aux particuliers ou aux associations. Tout cela afin que nous puissions harmoniser les statistiques. Là où nous arriverons ou trouverons qu'une parcelle X est en conflit, nous demanderons alors, dites-nous, est-ce que cette parcelle en conflit appartient à l'État ou à un particulier? S'il s'agit d'un litige qui est devant la justice, nous y apposerons alors des références. Cette parcelle, comprenez-vous, est en situation conflictuelle et nous pourrons alors savoir par exemple que si l'ensemble des parcelles au Burundi est de 10 000, celles en conflit sont de 200. Quant aux personnes qui sont à l'étranger, nous y réfléchissions et nous avions dit qu'elles pourraient envoyer une procuration. Nous, en tant que techniciens, nous réfléchissons à tout cela pour voir comment cela pourrait aboutir. Ce recensement s'étendra sur une période comprise entre 1 mois et demi et 2 mois. Il sera réalisé dans 6 communes, à savoir Nahangwa, Mugere, Mukaza, Rumonge, Gitega et Ngozi, et son coût s'élèvera à environ 3 milliards de francs burundais. Clôturons ce journal avec l'émission Au cœur de la société. Dans cette édition, nous nous intéressons à l'engagement du ministère de l'Éducation visant à ce qu'aucun élève ne soit plus contraint de s'asseoir à même le sol en classe. Si, dans plusieurs régions du pays, des voix dénoncent un écart entre les annonces et la réalité sur terrain, les partis de l'opposition estiment que les déclarations du ministre de l'Éducation, François Habyarimana, révèlent davantage du discours politique que des mesures concrètes. À la présentation de ce magazine Au cœur de la société, Walter Kwizera. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'accès à une éducation de qualité ne dépend pas seulement des programmes scolaires, mais aussi des conditions dans lesquelles les élèves apprennent. Il y a 1 an, le gouvernement lançait le programme « Zéro enfant mal assis en classe » avec la promesse d'améliorer les conditions d'apprentissage dans les écoles du pays. 1 an après, quel bilan peut-on dresser de cette initiative à l'échelle nationale ? Quelles sont les principales critiques formulées par les observateurs sur sa mise en œuvre et, plus largement, sur la gestion du secteur de l'éducation? Les réponses à ces questions sont à découvrir dans votre magazine Au cœur de la société de ce mercredi 15 juillet 2026. À la présentation, Walter Kwizera, bienvenue. L'année scolaire 2025-2026 vient de s'achever. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a annoncé le lancement d'un programme baptisé « Politique de zéro enfant mal assis en classe », visant à garantir que plus aucun élève ne poursuive ses études dans de mauvaises conditions. Pourtant, dans plusieurs communes du pays, le problème des enfants assis entassés demeure, comme le confirment les enseignants. Reportage de notre confrère Désiré Hatungiman. Cette mesure a été annoncée par le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, le 15 septembre dernier, lors du lancement de l'année scolaire 2025-2026 au lycée de Wuhiga dans la province de Butanyerera. Parents et élèves avaient accueilli cette mesure avec beaucoup d'enthousiasme car dans de nombreuses écoles du Burundi, des enfants suivent encore des cours assis par terre, tandis que d'autres partagent un même bas pupitre prévu pour 2 élèves, parfois à 4 ou à 5. Après cette année scolaire, la mesure n'a pas été pleinement appliquée. Beaucoup s'interrogent sur les raisons qui ont poussé le ministre à prendre une telle décision sans s'assurer au préalable de sa faisabilité, notamment sur le plan budgétaire.
Dans certaines communes de la province de Gitega, des enseignants expliquent que des bancs pupitres ont été fabriqués, mais souvent de mauvaise qualité. Faute de compétences techniques, les meubles se sont rapidement détériorés, obligeant les élèves à retourner à leurs anciennes conditions d'apprentissage entassées. À Chibitoke, dans la province de Bujumbura, les enseignants affirment que le chemin reste long. Pour eux, voir tous les élèves assis correctement relève encore du rêve, car dans plusieurs écoles, les enfants continuent de suivre les cours assis au sol. À Butanyerera, les enseignants confirment que le problème persiste malgré l'annonce du ministre. L'un d'eux souligne que les discours politiques sont rarement suivis d'actions concrètes, ce qui réduit la confiance accordée aux responsables. La politique de zéro enfant mal assis en classe est restée une théorie ici au Burundi. Je pense par ailleurs qu'il n'y a aucune école où on a fabriqué de nouveaux baptêmes. Nulle part, c'était langage de son pouvoir en cours qui disent des choses c'était pour mentir à la population burundaise. Un autre enseignant nous a indiqué qu'il n'y a plus d'élèves qui étudient assis par terre, mais dire que le problème des bancs est résolu serait mentir. Mais s'il n'y a pas des enfants assis par terre, il se présente encore des enfants assis à 3, à 4 même, à 5. Dans la situation normale, les enfants sont assis en 2. Alors, cela montre que la politique des enfants mal assis en classe est terminée. On ne peut pas confirmer ça, alors qu'ils sont assis encore à un nombre qui ne les favorise pas à écrire convenablement. Même cela provoque aussi la distraction des élèves et l'enseignant est incapable de les suivre convenablement. Même si les efforts ont été faits, l'objectif fixé par le ministre Habyarimana reste loin d'être atteint à l'échelle nationale. Cela affecte directement la qualité de l'enseignement. Les partis de l'opposition estiment que le projet annoncé par le ministère de l'Éducation relève davantage du discours politique que d'une réponse concrète aux problèmes du secteur. C'est ce qu'affirme Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zegamibanga et porte-parole de la coalition Sefor Arusha. Selon lui, ce qui se passe dans le système éducatif burundais est déplorable dans un pays qui, dit-il, dispose pourtant de dirigeants. C'est dommage quand on regarde le résultat aujourd'hui. C'est la même chose, rien n'a changé. Vous vous rappelez des dimensions de notre banc pupitre quand on était à l'école primaire, ça n'a jamais changé. Donc c'est conçu pour 2 enfants ou 3 maximum. Mais aujourd'hui, tu vas retrouver des enfants entassés jusqu'à 9-10, tellement que les enfants sont serrés. Ils ne peuvent même pas tenir correctement son crayon et écrire dans son cahier. Vous voyez? Alors ça est un slogan politique, je dirais. Et puisque c'est pas l'argent qui a manqué pour la confection de ces bancs pupitres. Pour cet homme politique, le problème dépasse largement le cadre du ministère de l'Éducation. Il affirme que les fonds destinés à ce ministère ne sont pas utilisés conformément à leur objectif, une grande partie étant, selon lui, réorientée vers des projets liés à la famille du chef de l'État, ainsi qu'au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Écoutons-le encore une fois. Et le ministre a été miroité avec le budget, comme quoi il a vu que ça sera suffisant pour couvrir toutes ces dépenses en confectionnant les bancs pupitres et tout. Mais ce qu'il ne savait pas est qu'on lui montre les chiffres dans les papiers, mais l'argent, au vrai sens du terme, est débloqué pour les loisirs du président de la République et sa femme. Vous les voyez tout le temps en voyage, avec des jets privés, en location. Vous croyez que cet argent sort d'où? Il coupe dans tous les ministères. Arrivé au ministère alors de l'Éducation, ça devient la catastrophe. La population a augmenté, les enfants sont nombreux pour le moment. À l'école, ils ne parviennent pas à trouver comment s'asseoir. Ils s'assoient même à même le sol. Ils rentrent couverts de la poussière. Et on se demande, mais est-ce que le Burundi vraiment, c'est le Burundi que nous connaissons, le Burundi de l'époque des vrais responsables? Alors, la faute à qui dans tout ça? Nous avons des autorités gourmands. Des autorités qui s'en foutent de la population. Que les enfants étudient bien, que les enfants n'étudient pas bien, c'est pas leur problème. Ils ont déjà un programme dans leur tête, s'enrichir et s'enrichir encore.
au détriment de la population. Quand vous les voyez faire des pressions pour que l'OBR fasse la collecte des taxes, vous croyez que c'est pour amasser cet argent et développer le pays dans ce siège-là, avec même ces bancs pupitres? Non, c'est juste pour engraisser la famille présidentielle. Vous voyez vous-même quand la première dame, il s'habille des marques qui coûtent trop cher. Un habit qu'elle porte une fois peut acheter de bancs pupitres, peut-être pour tout un établissement scolaire, mais avec l'attitude de dilapider l'argent du contribuable de cette façon, où va le Burundi? C'est la fin de ce numéro de Cœur de la société. À retenir, malgré les engagements des autorités, de nombreux acteurs estiment que les conditions d'apprentissage restent préoccupantes dans plusieurs écoles du pays. Tous s'accordent sur un point. Au-delà des annonces, des actions concrètes sont nécessaires pour garantir à chaque enfant un environnement d'apprentissage digne. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Walter Kwizera. Et voilà, c'est la fin de l'édition de ce mercredi 15 juillet 2026. Merci chers auditeurs de votre attention. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Excellente soirée à tous.